J'ai toujours adoré l'océan, ses grands espaces, sa sérénité, ses paysages sous-marins, ses créatures marines. C'était à chaque fois un plaisir de me plonger dans ces vagues, sentir l'écume se jeter sur mon corps. Je pourrais presque dire que c'était comme une drogue dont je ne voulais surtout pas me défaire, tellement je me sentais bien à son contact. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis adepte de la plongée sous-marine. Une vraie passion. Je passais des heures à nager au milieu des lagons, des coraux, toucher le sable des fonds marins, observer les espèces passant sous mes yeux. C'était un régal à chaque fois. Je m'y sentais tellement bien que j'avais de la peine quand il me fallait rentrer chez moi, dans ma petite maison, près de la plage. Attention, je ne faisais pas partie non plus de ces ermites qui refusent toute forme de civilisation en s'éloignant des hommes. Non, je n'en étais pas à ce point-là. J'aimais bien aussi me mélanger à mes semblables de temps à autre, faire un petit tour en ville pour flâner sans penser à rien. Aller voir mes amis qui étaient toujours heureux de me voir débarquer en un lieu autre que les surfaces bleutées de la mer et ses habitants. C'est juste que je me sentais vraiment en osmose au fond de l'eau, parmi les coquillages, les algues bougeant au rythme des courants marins. Pour moi, c'était le symbole même du bonheur absolu. Je pense que si j'avais pu choisir, je serais devenu Triton ou quelque chose d'assimilé. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que je sais que là où je suis maintenant, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Et je sais parfaitement que je ne pourrai plus jamais vivre tout ça, à mon grand désespoir. C'est aussi la raison pour laquelle je vous décris tout ça au passé, comme si je revivais mes meilleurs moments avant de partir. Une façon pour moi de m'en aller avec mes meilleurs souvenirs. Une nostalgie qui me fait oublier un peu que dans peu de temps, ma vie va s'éteindre pour avoir été trop naïf, persuadé que je pouvais être aimé par un des habitants de cet océan que j'aimais tant. De quoi je parle? Je ne sais pas si je dois vous en parler. Vous allez sans doute me prendre pour un fou, ou bien penser que je me shoote à je ne sais quelle substance illicite. Rassurez-vous, je ne suis pas fou. En tout cas, je ne pense pas l'être. Je ne l'étais pas en tout cas, juste avant que je la rencontre. Celle qui a changé ma vie en tout point. La femme qui a complètement transformé ma vision de cet univers liquide que je considérais comme mon vrai foyer. Qui était-elle, vous allez me demander? J'hésite encore à vous le dire. Certains diraient qu'est-ce qu'elle était. Avant de la rencontrer, je pensais que son espèce était une légende. Le genre d'histoire qu'on raconte aux petits garçons pour qu'ils s'endorment plus facilement. Une créature qu'on rêve de rencontrer, avec qui on espère pouvoir vivre intensément une grande histoire d'amour. Tellement le nom même de sa nature fantastique vous fait briller les yeux. Mais je vous ai fait assez patienter. Je vais vous dire qui elle était. Ce qu'elle était. L'amour d'une vie. Magnifique. Irréelle. Fabuleuse. Je crois qu'il n'existe pas assez de mots pour la décrire. Une chevelure brune, tombant jusqu'au bas du dos. Étincelante une fois livrée aux rayons du soleil. Un visage qui ferait damner un saint, tellement sa peau était d'une netteté et d'une perfection à rendre jaloux un miroir. Son petit nez retroussé parvient encore à faire chavirer mon cœur, rien que d'y penser. Ses lèvres que j'ai tant goûtées avaient le don de me faire oublier tout et n'importe quoi quand elle daignait les offrir aux miennes. Ces courbes voluptueuses qui s'offraient à mes yeux à chaque matin au réveil qui me faisaient douter d'être encore dans la réalité. Ces jambes merveilleuses, fines, douces, au toucher imparable. Du moins, quand elle était sur la terre ferme. Quand elle était dans l'eau, lors de nos escapades où elle m'a fait tant découvrir de merveilles insoupçonnées, ses jambes laissaient place à une queue, des écailles rugueuses, mais lisses en même temps, et enfin une nageoire, comme tout poisson qui se respecte. Non, là je lui manque de respect en utilisant ce terme. C'est celui qu'utiliserait le premier rustre en l'apercevant dans son milieu naturel. Moi, je n'ai pas le droit de dire cela d'elle. Pas après ce que nous avons vécu tous les deux. Une histoire que beaucoup m'envieraient. Bon, je pense que vous avez compris et que vous vous dites que je me moque de vous. Pourtant, je vous assure que je ne suis pas soûl non plus en vous la décrivant dans toute la splendeur qu'elle était. La plus belle des créatures marines que j'ai pu voir dans ma vie solitaire. Elle s'appelait Christa. Enfin, c'est le nom humain que je lui avais donné. Son nom véritable est imprononçable pour un être humain. Même moi qui ai partagé sa vie pendant plusieurs mois, je n'ai jamais pu le dire. Pour en revenir à ce que je disais précédemment, et pour être sûr que vous ayez bien compris, Christa était une sirène, avec tout ce que cela implique de féerique. Je sais ce que vous allez dire. Les sirènes, ça n'existe pas, tout comme les serpents de mer, les krakens et autres créatures maritimes. Pourtant, je vous assure que je ne suis pas fou. Ou alors,
Après tout ce temps passé à deux, je suis fou depuis bien longtemps. Ce n'est pas totalement faux d'ailleurs. J'étais vraiment fou d'elle. Si vous l'aviez vue vous aussi, vous comprendriez mieux. Comment ne pas tomber amoureux d'une telle beauté? Mais peut-être voudriez-vous savoir comment je l'ai rencontrée. J'y venais. Je n'ai pas besoin de chercher très loin dans mes souvenirs, car cette rencontre est restée gravée dans ma mémoire. Je faisais ma plongée quotidienne au large des plages de Tampa, la ville où j'habite, même si je suis assez éloigné des premières maisons la constituant. Cela faisait environ 1 heure que je nageais, quand je la vis. Au début, je crus que j'avais dosé trop fort la teneur en oxygène de ma tenue plongée et que je commençais à avoir des hallucinations. Ce qui aurait pu être le cas, vu la profondeur à laquelle je me trouvais. Je fermais les yeux et secouais la tête, comme si le trop-plein allait disparaître comme par magie. Je sais, c'est idiot, mais sur le coup, c'est la première idée qui m'est venue en tête. Mais je n'étais pas soumis à l'ivresse des profondeurs, ou quoi que ce soit qui aurait pu expliquer la vision que j'avais devant moi. Elle était bien là, sa chevelure flottant au gré des courants, les écailles de sa queue brillant sous l'effet de ma torche. Elle était magnifique. Elle aussi m'avait vu. Et bizarrement, elle ne bougeait pas. Est-ce qu'elle avait l'habitude de voir des humains? C'était peu vraisemblable, vu que j'étais le seul à plonger dans cette partie de l'océan. Non, il y avait autre chose, et je compris vite ce que c'était. Le bout de sa queue était coincé sous un rocher. Le résultat sans doute d'un tremblement de terre sous-marin qui avait dû faire basculer le dit rocher, et l'avait surprise au point de se faire piéger de cette manière. J'hésitais à m'approcher car je sentais bien qu'elle semblait affolée de ma présence. Je tentais de la rassurer en lui faisant des gestes amicaux et en essayant de lui faire comprendre que je voulais l'aider, en montrant le rocher. Au bout d'un instant, la panique dans ses yeux que j'avais pu observer avait disparu. Elle semblait comprendre que je ne lui voulais aucun mal. Je m'approchai alors pour voir si je pouvais débloquer sa queue de son piège. À dire vrai, je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts, car au moment même où je glissais mes mains sous le rocher pour tenter de le soulever suffisamment pour qu'elle puisse se soustraire à son entrave, un nouveau tremblement de terre fit rouler le rocher sur le côté et la libéra. À peine libérée, elle remonta de quelques mètres, comme pour s'enfuir. Puis elle stoppa son avancée et se dirigea vers moi. Je ne sais pas si c'était la panique ou simplement parce que j'étais subjugué par sa beauté, mais je ne pouvais pas bouger un muscle à son approche. Bientôt, elle fut juste devant moi, m'observant de la tête aux pieds. D'un coup, elle enleva mon tuba relié à ma bouteille d'oxygène. Je crus que ma dernière heure était venue, car j'avais vu une créature que je n'étais pas censé avoir rencontrée. Mais son objectif n'était pas de me faire succomber à la suffocation par manque d'oxygène. À peine enlevé mon appareil de respiration, elle posa ses lèvres sur les miennes, me livrant le plus merveilleux des baisers que j'ai jamais eu. C'était magique. Je ressentais une onde mélangée de plaisir et de bien-être à ce contact. Après cela, elle remit en place mon tuba, m'observa encore quelques secondes et repartit dans les profondeurs de l'océan. Il me fallut plusieurs minutes pour me remettre de ça. Je ne peux même pas arriver à décrire ce que j'ai vraiment ressenti à ce moment-là. C'est comme si je m'étais soudain retrouvé dans une sorte de bulle, et tout autour de moi n'avait plus d'importance. Quand je repris enfin mes esprits, elle avait disparu, et je me demandais encore si je n'avais pas rêvé. Et je savais que non. Le goût de ses lèvres était encore présent sur les miennes. C'était une sensation qu'on ne peut pas oublier. Je remontai alors vers mon bateau, tout en prenant garde de respecter les paliers de décompression, malgré le choc de cette rencontre pas comme les autres. N'importe qui aurait pensé comme moi. C'est-à-dire qu'il semblait évident que je ne reverrais jamais cette créature angélique, tellement notre rencontre était due au fruit du hasard. Mais je me trompais, et Krista allait bientôt me retrouver, mais pas sur le même terrain que notre premier contact. 3 jours plus tard, alors que je revenais d'une nouvelle plongée, durant laquelle je dois bien vous avouer que j'avais tenté de retrouver ma magnifique sirène sans le moindre succès, et alors que je commençais à ranger mon matériel dans la petite remise à côté de la maison, je vis une silhouette qui se dessinait sur la plage en contrebas du surplomb où se trouvait ma demeure. Il n'était pas rare de voir des amoureux ou des ivrognes se retrouver sur la plage à cette heure-là, et j'étais loin de m'imaginer que ce pouvait être autre chose. Pourtant, la silhouette semblait avoir une démarche différente d'un soulard, et encore moins de la moitié d'un couple venant au rendez-vous donné par sa dulcinée. Son pas était assuré et rapide, et semblait très clairement savoir où aller. Avec la pénombre, je ne voyais pas bien qui pouvait bien s'avancer d'une démarche aussi décidée à cette heure du soir, en dehors de ceux que j'avais l'habitude de voir déambuler sur la plage.
Je me décidai alors à aller chercher une paire de jumelles, afin d'élucider ce petit mystère. Mais quand je revins pour tenter de voir de qui il s'agissait, la silhouette avait disparu. Bon, après tout, ce n'était peut-être qu'un amoureux qui venait de voir sa fiancée cachée dans l'ombre du promontoire rocheux. Et trop pressé de la revoir, avait accéléré le pas. Je ne m'inquiétais pas plus de ça, et rentrai chez moi. Et puis, peut-être une heure plus tard, j'entendais du bruit venant de l'entrée. Comme j'avais l'habitude de ne jamais fermer à clé, vu que personne ne venait jamais en haut du promontoire, cela pouvait être un petit voyou connaissant cette information, loin d'être secrète, vu que tout le monde en ville le savait. Heureusement, j'avais malgré tout de quoi affronter une telle situation, et sortis mon Browning de sous mon oreiller. Une vieille habitude que je tenais de mon père. Je sortais de ma chambre et descendais lentement les escaliers, afin de ne pas alerter mon visiteur inopportun. Arrivé en bas, je cherchais une ombre, une silhouette, n'importe quoi qui puisse m'indiquer une présence. Je ne tardais pas à voir ce que je cherchais, même si le mot « voir » était un bien grand mot au vu de la pénombre. Je chargeai mon pistolet et indiqua à mon visiteur de se tenir tranquille, pendant que j'appuyais sur l'interrupteur, afin que je puisse voir de qui il s'agissait. Et là, la stupeur fut à son comble. Devant la porte d'entrée, presque immobile, se tenait la sirène. Mais contrairement à notre première rencontre, elle avait 2 jambes bien humaines qui lui permettaient de se tenir debout, face à moi. Elle était aussi belle que dans mon souvenir. J'étais tellement sous le charme que j'étais incapable de bouger d'un centimètre. Un peu gêné aussi en même temps, car elle était nue comme un verre, augmentant encore plus son irradiante volupté. Je relâchai la pression sur la gâchette de mon pistolet et posai celui-ci sur le petit meuble, près de l'escalier. À dire vrai, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'elle comprenait mon langage ? Comme pour répondre à ma question, elle s'approcha doucement vers moi, en me disant de ne pas avoir peur, qu'elle ne venait pas pour me faire du mal. Elle voulait juste apprendre à plus me connaître, et me remercier de l'avoir libérée du rocher. J'étais paralysé. C'est comme si j'étais revenu à mes années lycée, lors de la première nuit passée avec ma fiancée de l'époque, juste après le bal de promo. Elle était maintenant tout près de moi, à quelques centimètres seulement, me regardant fixement dans les yeux, avant de me caresser les cheveux. Puis elle m'embrassa, tendrement, passionnément, avant de commencer à déboutonner mon pyjama, tout en continuant à me regarder, avec un regard qui en disait long sur ses intentions envers moi. Après ça, je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé. Je me souviens juste de nos corps se mélangeant sur la petite table du salon, puis sur le tapis devant le canapé. Une fusion charnelle comme rarement j'en avais connu, d'une intensité hors de toute explication scientifique. C'était comme un rêve devenant réalité. Un fantasme fou qui s'était développé suite à notre première rencontre, qui prenait forme d'une manière inattendue. Je ne sais pas combien d'heures notre union a duré, mais je me réveillai le lendemain matin dans ma chambre, seul. Elle n'était plus là. Je crus bien un moment que j'avais vraiment rêvé tout ça, et je me frappais la tête, m'insultant même de faire des songes pareils. Pourtant, ça avait eu l'air si réel. Tout à mes questions, et alors que je m'apprêtais à me lever, le rêve reprit forme. Elle était là. Elle m'expliqua qu'elle n'avait pas voulu me réveiller, et qu'elle en avait profité pour visiter la maison, et découvrir toutes ces merveilleuses choses qui constituaient le monde humain. Elle avait tant de questions à me poser. C'était comme une enfant dans un corps d'adulte, une déesse de beauté qui m'avait ensorcelé. Et les jours qui suivirent furent du même niveau. Je lui apprenais les rudiments de la vie humaine, et elle m'en apprenait plus sur son espèce, ses coutumes, son mode de vie, ses techniques pour chasser. C'est ainsi qu'elle m'apprit qu'elle faisait partie d'un clan qui était rejeté par les autres tribus de leur espèce. Quand je l'avais rencontrée, elle était en charge d'une mission pour sauver son peuple de l'extinction, afin que celui-ci ne disparaisse pas. Et que depuis qu'elle m'avait rencontré, cette mission était passée au second plan, qu'elle n'avait pas cessé de penser à moi, qu'elle avait recherché où j'habitais, grâce à mon odeur. C'est ainsi qu'elle était arrivée ici. À présent, elle voulait vivre avec moi, avec les humains. Elle sentait que c'était ici que serait sa place désormais. Elle en était persuadée. Elle avait l'air tellement sincère. Comment aurais-je pu penser un seul instant que l'ange de bonté qui se trouvait devant moi cachait quelque chose de bien plus dangereux que son apparence pouvait montrer, et que contrairement à ce qu'elle m'avait dit, elle n'avait absolument pas mis sa mission au second plan. Dans les jours suivants, j'allais vite découvrir sa vraie nature, et celle-ci était loin d'être aussi idyllique que je l'imaginais,
et que tout le monde pensait savoir sur son espèce. Une nature bien plus terrible et mortelle que n'importe quel prédateur au monde, même les plus voraces. Je découvris de quoi elle était capable quelques jours plus tard, alors que j'avais entrepris de lui faire découvrir comment se constituait une vie humaine. Une erreur que j'allais regretter amèrement, du plus profond de mon être. Une erreur qui allait mettre en péril toute la communauté de ma petite ville dans les mois qui allaient suivre, et peut-être plus encore. Si j'avais pu découvrir son secret plus tôt, peut-être aurais-je pu éviter les événements qui allaient arriver. Mais pour ça, j'aurais été obligé de la tuer. Et je sais très bien, aujourd'hui encore, que ça m'aurait été impossible, malgré tout ce que j'essaie d'elle à ce jour. Pour reprendre mon récit, ce jour-là, nous sommes donc partis en ville, après que j'ai eu toutes les peines du monde à lui faire admettre de porter des vêtements. Au départ, elle avait refusé catégoriquement, rétorquant que le corps des sirènes était fragile et avait besoin de respirer en permanence. Des habits risquaient d'empêcher sa peau de respirer et la faire assécher, ce qui pouvait être dangereux pour elle. Je finis par lui faire comprendre que chez les humains, pour être comme tout le monde, on ne se baladait pas en tenue d'Ève. Ça ne se faisait pas. Après d'intenses négociations, elle accepta finalement de porter un short et un sweat à manches courtes, afin de laisser le plus possible sa peau être en contact avec l'humidité de l'air. Ce n'était pas la première fois que j'avais dû recourir à des discussions un peu animées. Auparavant, comme elle avait également besoin de mouiller sa peau au sel de mer, il a fallu lui faire comprendre d'aller se baigner à des heures discrètes, où il y avait peu de chances de croiser des humains qui la verraient se promener le plus naturellement du monde, nue sur la plage. Au final, il fut convenu qu'elle prendrait un bain de mer le matin à 5 heures, et le soir après minuit. Bref, une fois en ville, autant vous dire que sa présence à mes côtés attisa les plus vives conversations, tout le monde se demandant où j'avais bien pu rencontrer une telle beauté. Il y avait aussi beaucoup de jalousie de la part des groupes de jeunes, qui ne comprenaient pas ce que Krista faisait avec un type comme moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment j'ai trouvé son prénom. Elle a essayé de me faire prononcer son vrai prénom, constitué principalement de voyelles, totalement imprononçables. Je cherchais donc un prénom à lui donner, plus accessible pour l'oreille humaine. Au même moment, à la télévision, passait un vieux dessin animé, Les aventures de Zack et Krista. Elle me dit qu'elle aimait beaucoup ce prénom. Le C du prénom devint par la suite un K, à la suite d'un apprentissage de notre langue un peu hasardeux, que je vous conterai ultérieurement. Donc, alors que nous nous étions rendus dans plusieurs boutiques, afin de renouveler le stock de nourriture, Krista étant très gourmande en viande, ce qui aurait pu me donner une première alerte. Je m'étais dit qu'elle découvrait tout juste notre monde, et que tout était nouveau pour elle. Je ne pouvais pas la freiner là-dessus. Mais elle engouffrait tout de même plusieurs kilos de viande par jour. C'était impressionnant. Forcément, mes réserves se sont vite trouvées à sec. D'où la sortie en ville. Après les courses, et alors que nous étions sur le chemin du retour vers notre maison, Billy et sa bande de petits cons nous attendaient à l'orée du bois. Passage obligé pour se rendre vers le lieu de notre habitation. J'avais bien remarqué en ville que Billy bavait au passage de Krista. Je l'avais même entendu la siffler, et lui demander de venir avec lui plutôt qu'avec ce vieux, en parlant de moi. Mais comme j'avais demandé à Krista de ne pas faire attention, je pensais que ça en resterait là, à force de l'ignorer, qu'il se lasserait. Ce ne fut pas le cas. Je tentais de forcer le passage du petit groupe, tout en gardant Krista près de moi. Mais ils me mirent à terre, pendant qu'un des membres du groupe bloquait les bras de Krista. Billy commença à me donner des coups de pied, en me disant que c'était pour m'apprendre à l'avoir ignoré en ville. C'est là que le cauchemar a commencé. Billy continuait à me frapper de plus belle. Je hurlais de douleur, et ça me faisait rigoler. Je tentais de chercher Krista du regard, et ce que je vis, encore maintenant, ça me glace le sang. Krista, en voyant Billy me faire du mal, s'est littéralement transformée. Et le mot transformé n'est pas peu dire. Ses yeux se sont allongés en forme d'amande, laissant apparaître un iris semblable à celui des chats, mais en plus prononcé, et surtout d'un bleu presque luminescent. Sa bouche s'est déformée, s'allongeant elle aussi vers le bas jusqu'à devenir une ouverture béante, où émergeaient peu à peu des rangées de dents acérées, de forme triangulaire, comme les requins. Sa peau devint écailleuse et dure, tournant au marron, avec des veines noires qui ressortaient. Ses oreilles s'étaient recroquevillées sur elles-mêmes, comme si elles rentraient à l'intérieur du crâne. À la place, des branchies ressortirent, dont les valves bougeaient en permanence, comme si elles aspiraient l'air environnant pour mieux s'imprégner de la puissance des vents. Ses jambes prirent la même aspérité que les bras, et les chaussures qu'elle portait explosèrent sous le coup de l'allongement de ses pieds, devenus palmés et parés de griffes à leur bout.
À la vue de la transformation de Christa, l'ado qui tenait celle-ci tenta de la lâcher. Et celle-ci se retourna d'un coup et prit la tête de ce dernier dans sa gueule devenue encore plus béante, l'écrasant sous la puissance de sa mâchoire pendant qu'elle arrachait les 2 bras du jeune garçon avant de les envoyer valdinguer sur les côtés. Le pauvre gars n'eut même pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait et qu'il était déjà mort. Les 2 autres gamins présents tentèrent de s'enfuir, mais Christa les rattrapa et leur fit subir un sort guère plus enviable. L'un vit ses côtes sorties de son corps par une des mains monstrueuses de Christa, pendant que l'autre fut décapité net par son autre main. La tête roula jusque dans les forêts avoisinants. En voyant ça, Billy criait comme un dératé, me demandant d'arrêter ce monstre, qu'il s'excusait, qu'il ne l'emmerderait plus jamais. Il demanda à Christa de le laisser partir, qui ne voulait pas mourir. Mais Christa ne semblait pas entendre les supplications de Billy, ou du moins ne le voulait pas. Elle s'approcha de lui et lui demanda si elle l'excitait toujours autant sous cette forme, tout en glissant sa main dans le pantalon de Billy, qui ne parvenait plus à dire quoi que ce soit, tellement il était terrorisé. D'un coup, Christa arracha les attributs reproducteurs du garçon et lui montra en lui disant que maintenant il ne lui servirait plus à rien. Billy s'effondra au sol, se tenant le trou laissé à la place, suppliant encore Christa de le laisser en vie. Mais celle-ci se pencha vers lui et plongea sa main cauchemardesque à travers son crâne, le défonçant sans le moindre effort. Je regardais Christa, complètement en proie à la panique la plus totale, tellement j'avais peur de subir le même sort. Comme si elle semblait comprendre, elle me regarda et me rassura, me disant que jamais elle ne pourrait me faire le moindre mal. Juste après, le cauchemar continua. Elle arracha des morceaux du corps de Billy, avant de les porter à sa bouche et de les dévorer en esquissant un sourire satisfait. Elle recommença à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle donne l'impression d'être pure. Après cela, elle reprit peu à peu la forme humaine que je connaissais. Elle était maculée de sang de toutes parts, mais elle ne semblait pas en être embarrassée du tout. Elle ramassa alors les sacs renversés par Billy et ses amis, puis me prit la main, en me disant qu'il était temps de rentrer, et qu'elle n'avait jamais mangé une aussi bonne viande depuis qu'elle était ici, chez les humains. Je n'osais pas dire un mot, tellement je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. Mais ce n'était qu'un début, et bientôt, l'appétit vorace de Christa allait faire encore plus parler de lui, étant à l'origine d'une série de meurtres, tous aussi horribles les uns que les autres, et mettant les autorités de la ville en effervescence. Pendant tout le long du chemin du retour, je n'ai pas pu m'enlever de la tête les images de Billy et ses amis, baignant dans leur sang, les membres arrachés à leur corps par Christa, comme s'ils n'avaient été que de simples brindilles. Je revoyais sans cesse le visage de Billy, fracassé sauvagement par la sirène que j'aimais tant. Je ne parvenais pas à croire que c'était la même personne, aimante, douce et passionnée par la culture humaine, qui soit également l'auteur de ce massacre horrible dont j'avais été le témoin forcé. Et je ne parvenais pas non plus à effacer cette image monstrueuse du véritable corps de Christa, sa vraie forme humaine. J'avais l'impression d'être plongé dans un cauchemar dont je ne pouvais trouver l'issue. Un abysse perpétuel où je tombe sans pouvoir m'arrêter. Est-ce que ça allait être ça ma vie avec Christa ? Est-ce que toutes les personnes qui auraient le malheur de la contrarier ou bien de s'attaquer à moi, à notre couple, finiraient dans le même état de charpie que ces petits loupards imbéciles ? D'accord, ils étaient de vrais cons, comme rarement il en existe dans la région. Peut-être même dans tout le pays. Mais de là à mériter un sort aussi affreux. Mais le pire, c'est le détachement total de Christa à leur rencontre. Aucun remords, aucune sensation d'avoir mal agi. Pas une larme de pitié à leur sort, rien. Je crois que c'était ce qui m'effrayait le plus en fait. Je me disais en mon fort intérieur qu'il pouvait très bien m'arriver la même chose. Si pour une raison ou une autre je la blessais moralement, comment réagirait-elle à mon encontre ? Elle avait beau me dire que jamais elle ne me ferait de mal, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il adviendrait de moi dans un tel cas. Il y a autre chose que je craignais. Quand les corps allaient être découverts, et il était évident qu'ils le seraient vu le nombre d'habitants qui passaient dans la forêt, quelles allaient être leurs réactions en voyant ces corps déchiquetés de toutes parts, démembrés comme on découpe un cochon dans une boucherie, étalés dans la nature comme de vulgaires détritus. Et Michael, le chef de la police, mon ami d'enfance, quelle allait être sa réaction à lui ? Lui qui se plaignait régulièrement qu'il ne se passait rien d'intéressant dans ce patelin, il allait être servi. En plus de ça, vu sa sensibilité, j'étais persuadé qu'il allait gerber dans un coin en voyant le spectacle.
Je n'ai jamais compris d'ailleurs ce qu'il foutait dans la police. À l'université, il suffisait qu'il se coupait un doigt avec juste une feuille de papier, et c'était le drame. Ça faisait beaucoup rire tout le monde d'ailleurs. Moi, je le défendais, bien sûr. Je disais que ça n'était pas drôle de se moquer de sa peur du sang. Mais ça ne changeait pas le problème. Le pauvre s'était taillé une réputation pas très glorieuse. Et autant dire qu'au niveau filles, c'était le désert total pour lui. Déjà qu'il n'était pas dragueur pour un sou, mais avec un tel handicap, c'était vraiment mort. Il m'avait dit un jour que c'était héréditaire cette maladie, cette phobie, que plusieurs membres de sa famille en étaient atteints. Pour lui, c'est son père qui lui avait transmis. Mais curieusement, il le prenait bien. Et il se foutait qu'on se moque de ça et de lui. L'air de rien, il avait quand même une force intérieure qui allait à l'encontre de son allure et de sa carrure. C'est peut-être ça au final qui le prédestinait à se lancer dans la carrière de policier. C'est curieux parfois le destin. C'était comme moi. Comment j'aurais pu imaginer me retrouver dans une telle situation ? Comment imaginer que je rencontrerais un être aussi fabuleux qu'une sirène ? Que celle-ci tomberait amoureuse de moi ? Et qu'elle se révélerait être une meurtrière en puissance ? Un monstre, dans tous les sens du terme. Après le meurtre de Billy, n'importe qui aurait pris ses jambes à son cou et l'aurait dénoncé. Mais moi, j'en étais incapable. Je ne pouvais pas l'expliquer. J'avais beau la regarder, je ne parvenais pas à voir le monstre en elle. Je ne voyais que Krista, la belle sirène qui avait changé ma vie. Ça, pour changer ma vie, je n'étais pas au bout de mes surprises. Elle allait radicalement être bouleversée à un point que je n'imaginais même pas. Et bien plus rapidement encore que je ne l'aurais cru. Billy et ses potes, ce n'était qu'un début. Et ce que je prenais pour une réaction de défense allait vite s'avérer être une erreur de ma part. Quelque chose en moi me disait que ce qui était arrivé se serait déroulé tôt ou tard, à un autre endroit, dans d'autres circonstances sans doute. Mais il y aurait eu un point de départ de toute façon. Mais le pire allait arriver. Et là, ce n'étaient pas des petits emmerdeurs qui allaient en faire les frais. C'étaient des gens que je connaissais. Des gens bien. Des personnes sans histoire à qui on aurait donné son âme si on l'avait pu. Tellement elles étaient attentionnées, le cœur sur la main. Leur seul tort a été de croiser le chemin de Krista au mauvais moment. Et qu'elles étaient une étape pour elle et sa fringale démesurée. Je vous ai déjà dit la quantité impressionnante de viande qu'elle avalait chaque jour. Lors de notre sortie, j'avais déjà acheté de quoi faire tenir une armée pendant 2 mois. Ça avait même été un sujet de blague de la part de M. Spanger, boucher de la ville. Il pensait que j'organisais un banquet avec toute la viande que je lui avais achetée. S'il avait su, il aurait moins rigolé. Surtout en voyant le temps que ça avait pris à Krista pour tout engloutir. Au bout d'1 semaine, elle avait tout englouti. J'étais prêt à retourner en ville pour en le racheter. Seul. Qui l'a un peu vexé d'ailleurs. Bon, j'ai bien essayé d'arrondir les angles, comme on dit, prétextant que j'aimais bien me balader seul de temps en temps. Que ce n'était pas dû à notre dernière sortie. Je sentais bien qu'elle ne me croyait pas. Et malgré mon mensonge, elle m'a souri, en me disant qu'elle comprenait, qu'elle ne voulait surtout pas me faire du tort. Ah, Krista, du tort tu en avais déjà fait. Ensuite, elle m'a dit que je n'étais pas obligé de prendre autant de viande cette fois, qu'elle se rendait compte qu'elle avait été impolie de manger autant, qu'elle trouverait une autre solution pour se nourrir, de ne pas m'en faire. Je lui souris à mon tour, persuadé de sa compréhension et de son innocence toute relative. Mais j'aurais dû être plus attentif quand elle disait qu'elle se nourrirait autrement. Sur le coup, je dois dire que je n'ai pas réagi. Je me disais, après tout, quand elle vivait dans l'océan, elle devait bien se nourrir d'autre chose que des steaks ou des entrecôtes déjà découpés. Du poisson, des requins peut-être, vu sa voracité. Je me rendais compte que personne ne connaissait vraiment ces créatures, de quoi elles étaient capables. On ne connaissait d'elles que ce qu'en disaient les contes comme celui d'Andersen. Une belle connerie en y repensant que ce conte-là. À l'en croire, les sirènes vivaient de poissons, d'amour et d'eau fraîche. S'il vivait aujourd'hui, et s'il avait vu de quoi était capable Krista, il aurait certainement modifié son histoire. Le seul truc vrai dans son conte, c'était la faculté d'aimer. Du moins, je le croyais. Mais même ça, je me rendrais compte par la suite que ce n'était qu'une fausse illusion. Si elle était venue à moi, c'était dans un but bien précis. Sa fameuse mission. Dire que je l'avais cru quand elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Que sa mission n'avait plus d'importance depuis qu'elle m'avait rencontré. Une autre faculté des sirènes.
la manipulation. Et autant vous dire que dans le domaine, Christa était très douée. Mais pour l'heure, je devais retourner en ville pour refaire le stock de viande. J'imaginais déjà la réaction de M. Spanger. Il allait sûrement me dire un truc du genre « Vous avez un requin chez vous pour avoir mangé tout ça en si peu de temps ?» Quelque part, il n'aurait pas vraiment tort. Connaissant le vrai aspect de Christa, je me posais plusieurs questions à son sujet, que j'oubliais instantanément. Seul comptait mon amour pour elle. À ce moment, pour moi, il était évident que malgré ces actes barbares dont elle avait fait preuve, cet amour était réciproque. Le simple fait qu'elle accepte mon mensonge sans rien dire de plus était plus qu'éloquent à mes yeux. Alors, je décidai de fermer les yeux à mon tour sur ces actes. Que ce soit Billy ou les autres qui allaient venir. Tous les autres. Une hécatombe, au sens propre du terme. Et qui allait mettre mes relations avec Michael dans une situation compliquée. Obligé de lui mentir en permanence pour protéger Christa. Pour protéger une meurtrière. Une monstruosité qui n'avait pas d'égal sur la terre ferme. Juste par amour. Au moment où j'allais partir pour la ville, on cognait à la porte. Au fond de moi, je savais déjà qui était derrière. Et surtout, pourquoi il était là. Je posais les sacs que j'avais pris en main pour ramener la viande. Et je me rendais à la porte. C'était Humphrey, le jeune assistant de Michael. Un bon gars, gentil et tout, qui acceptait à peu près tout et n'importe quoi de son boss. Même les tâches les plus ingrates. Il me dit que Michael serait bienvenu lui-même, mais qu'il avait dû rentrer en urgence chez lui. Qu'il ne se sentait pas bien suite à ce qu'ils avaient découvert à l'entrée de la forêt. Tu m'étonnes qu'il n'avait pas dû se sentir bien. Déjà, rien qu'une coupure, il menace de tourner l'œil. Alors, en voyant les corps de Billy et ses potes, il a dû gerber ses déjeuners des 6 derniers jours. Comme je pouvais m'y attendre, Humphrey me demanda si j'avais vu quelque chose d'anormal ces derniers jours près de la forêt. Un animal, par exemple. Un animal qui ne devrait pas être dans la région. Peut-être échappé d'un cirque itinérant. Il y en avait un qui était passé en ville il y avait à peu près 2 semaines. Après ça, il m'a expliqué, sans rentrer dans les détails, qu'il avait trouvé les corps de Billy et ses amis, et que ce n'était pas beau à voir, que vu la férocité avec laquelle ils avaient été tués, seul un animal avait pu faire ça, ce qui n'était pas totalement faux là encore. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu envie de tout lui dire, mais en regardant Christa, assise sur le canapé, à lire tranquillement, ça n'était vraiment pas possible. Alors, bien sûr, j'ai menti. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il m'a cru. Pourquoi il ne l'aurait pas fait? Il savait que j'étais intègre. En tout cas, je l'étais avant de rencontrer Christa. Et puis, il savait que j'étais l'ami d'enfance de son boss. On a encore un peu discuté pendant quelques minutes. Et puis il est reparti. Avant de m'en aller, moi aussi, j'ai demandé à Christa de ne pas quitter la maison avant mon retour. Ce n'est pas que je n'avais pas confiance en elle, mais avec l'enquête en cours, je préférais prendre mes précautions. Christa ne connaissant pas les coutumes policières. Bien que parfois je me demandais comment elle avait appris à lire aussi bien. En plus de ça, il y avait certaines habitudes humaines qu'elle semblait déjà connaître, alors qu'elle m'avait certifié que j'étais le premier humain avec qui elle avait eu une telle relation. Sans m'en dire plus, mais peu m'importait. Je la laissai donc seule, et partais vers la ville. À la sortie du bois, il y avait toute l'équipe de Michael qui était en place. Sauf lui, bien sûr, qui devait encore gerber ses boyaux chez lui. Humphrey non plus n'était pas là. Ça aurait dû me sembler curieux, vu qu'il venait de partir de la maison, et que forcément il aurait dû être là. Mais bon, ça ne me concernait pas ce qu'il faisait. J'aurais dû m'alarmer plus de son absence. J'aurais pu éviter une nouvelle incartade de Christ. Je suis bien parti 2 heures, le temps d'aller en ville, discuter avec M. Spanger au sujet de la viande engloutie, pour laquelle je lui ai raconté une histoire de convention de plongeurs, et qu'ils étaient tous de sacrés mangeurs. Il m'a cru. Puis je suis revenu à la maison, pour découvrir un nouveau massacre. Humphrey, visiblement, ne m'avait pas totalement cru. Il avait attendu que je parte pour revenir pour discuter avec Christa. Il pensait qu'elle avait quelque chose à voir avec les meurtres, à cause de son sweat maculé de sang qu'elle avait laissé traîner au sol, près du canapé où elle se trouvait lors de la première visite d'Humphrey. Comme il n'était pas sûr que je fusse au courant moi aussi, il avait préféré interroger Christa, seul à seul. Christa m'avait dit qu'il avait été brutal avec elle, qu'il l'avait secouée en lui demandant pourquoi il y avait du sang sur le sweat. Ça l'avait énervée. Elle m'a dit que je savais ce que ça faisait quand elle était énervée. Elle s'est transformée, et elle a écrabouillé la gorge de ce pauvre Humphrey. Il essayait de se débattre, mais elle a serré encore plus fort,
et avec son autre main, elle a plongé dans le corps du policier et a arraché son cœur. Elle savait que j'allais être fâché. Alors elle a tenté de cacher le corps. Elle pensait nettoyer les traces de sang au sol après. Mais l'odeur du sang, de la viande, ça l'avait mis en appétit. Alors elle a dévoré Humphrey, croquant sa gorge, dépeçant son ventre à partir du trou laissé par l'extraction du cœur, arrachant ses bras avant de les manger à leur tour. Elle s'était vraiment régalée. Et du coup, elle avait oublié de nettoyer. Mais il était tellement bon. Encore meilleur que Billy et ses amis. Elle en avait gardé un peu pour plus tard, quand elle aurait encore faim. J'étais sous le choc. Je pouvais encore comprendre pour Billy et les autres. Ils nous avaient attaqués. Et surtout, c'était des connards. Mais Humphrey, c'était un gosse. 20 ans, mais une attitude de gosse. Adorant les comics, les dessins animés, fan de Marvel. Et aussi les flingues. C'était pour ça qu'il avait voulu entrer dans la police. Et l'air de rien, malgré les apparences, il était vachement intelligent. Trop, sans doute. C'est ce qui l'avait conduit à servir de 4 heures à Krista. Comment j'allais cacher son meurtre? C'était impossible sans révéler la nature de Krista. Je n'avais pas le choix. Je devais faire comme Billy, et faire comme si je ne savais pas qu'il était revenu après mon départ. On a caché le reste du corps mis de côté par Krista à la cave, enterré. Krista n'était pas contente qu'on cache ainsi de la si bonne viande. Elle m'a dit qu'on aurait pu le mettre dans le congélateur, pour plus tard, que ça m'éviterait d'en racheter encore. De la viande, c'était tout ce qu'était Humphrey à ses yeux. Un simple morceau de viande. J'étais atterré. Mais de quel monstre j'étais tombé amoureux. Je lui ai demandé de m'aider à nettoyer les traces de son passage. On a dû jeter le tapis. Il y avait trop de sang dessus. C'était impossible de tout enlever sans laisser de taches. Heureusement, c'est ce dernier qui comportait le plus de sang. Il n'y avait que des traces infimes, des gouttelettes ici et là autour. Un peu sur le canapé et la table, facilement enlevé. Un peu sur le sol là aussi, nettoyé sans laisser de traces. Son sweat a été enterré avec Humphrey. Je fis la leçon à Krista. Elle ne devait surtout pas dire à qui que ce soit qu'il était revenu la voir seule. Sinon, on aurait des problèmes et elle serait séparée de moi. Elle comprit très bien, s'excusant de ça. Je la crus encore. Même si aujourd'hui je sais très bien que là encore, elle jouait la comédie. Juste pour me calmer et me faire plaisir. Et surtout, pour que la suite de sa mission s'accomplisse correctement. Il ne fallait pas que j'aie le moindre doute sur elle et ses objectifs véritables. 2 jours de plus se sont passés. Michael est venu me voir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, on n'a pas mal discuté. De tout et de rien. Puis il m'a demandé si j'avais vu Humphrey, qu'il avait disparu depuis qu'il était venu m'interroger sur les meurtres. Je lui ai dit que oui, il était bien venu, puis il était reparti. Que j'avais été étonné de ne pas le voir sur le lieu des meurtres d'ailleurs, alors qu'il était parti avant moi. Michael me crut. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Quel intérêt son ami d'enfance lui aurait-il menti? On a encore un peu discuté. Il m'a demandé où j'avais bien pu trouver une beauté comme Krista. Je lui ai raconté un bobard, bien sûr. Je lui ai dit qu'on s'était rencontrés lors d'une convention. Il savait que je participais régulièrement à ce type d'événement. Et puis, ça permettait de concorder avec l'histoire de la viande racontée à M. Spanger. Il est reparti en me disant qu'il faudrait bien qu'on se réunisse un jour avec Samantha, sa sœur, pour se remémorer nos petites histoires. J'acquiesçai, puis il partit. Je n'avais jamais été aussi mal de ma vie. Mentir à Michael. Jamais je ne lui avais menti. Je n'arrivais pas à croire ce que j'étais obligé de faire pour protéger Krista. Et ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, alors qu'il faisait nuit noire, j'entendis Krista sortir de notre lit et se rendre en bas, au rez-de-chaussée. Sur le coup, je crus qu'elle allait prendre un bain de mer vu qu'il n'était pas loin de minuit et que ça correspondait aux heures qu'on avait établies ensemble. Mais au vu des événements qui s'étaient déroulés dernièrement, et vu qu'à nouveau les stocks de viande étaient presque vides, j'ai eu comme une intuition. Je me suis habillé discrètement. J'ai attendu d'entendre la porte de la maison se fermer, et je suis descendu à mon tour. Je l'ai suivie, en faisant attention de ne pas me faire repérer. Elle n'allait pas vers la plage. Elle se dirigeait vers la forêt. Je continuais de la suivre. Soudain, je la vis s'arrêter, comme si elle sentait quelque chose. Au début, je crus que c'était moi qu'elle avait repéré. Mais ce n'était pas moi. Un peu plus loin, je vis un cerf majestueux, avec sa biche et leurs 2 petits. C'était eux qu'elle visait.
Je la vis se transformer, comme avec Billy. Sa peau devint à nouveau écailleuse avec des teintes marron. Ses pieds devinrent palmés, tout comme ses mains, munis de griffes tranchantes comme des rasoirs géants. On aurait presque dit la main de Freddy Krueger. Des branchies apparurent à la place de ses oreilles, et toujours cette bouche béante en lieu et place de son visage, auparavant digne de celui d'une déesse. Soudain, elle se précipita vers le cerf et sa famille. Ceux-ci tentèrent de s'enfuir, mais elle fut plus rapide, tranchant d'un coup la tête de la biche. Elle se rua ensuite sur la gorge du cerf pris au dépourvu, arrachant celle-ci dans une sauvagerie identique à celle aperçue contre Billy et ses potes. Les petits virevoltaient autour de leur mère, couchés au sol. Les pauvres ne semblaient pas comprendre ce qu'avait leur mère. Elle se jeta sur eux, attrapant chacun d'entre eux avec ses mains monstrueuses, les pressant comme on le fait avec une orange, écrasant leur corps dans un bruit d'eau brisée épouvantable. Après ça, elle plongea ses dents dans leur chair, les dévorant goulûment, patiemment. Il ne resta bientôt presque plus rien d'eux, mis à part des morceaux de pâte. Elle revint alors vers la biche, déchiquetant son corps à son pied, mettant sa tête tranchée au-dessus de la sienne pour boire le sang qui en tombait. Elle se rendit ensuite vers le cerf, et ce dernier subit le même sort, son corps disparaissant peu à peu sous les dents tranchantes et acérées de sa gueule, mastiquant et croquant, semblant se délecter de chaque morceau qu'elle ingurgitait. Au bout de près d'une heure de repas, il ne resta que quelques morceaux de chair disséminés sur le sol de la forêt, comme seul vestige de la présence de la famille du cerf. Le spectacle était horrible. J'avais l'impression d'avoir assisté à une relecture de la scène de la tortue du film Cannibal Holocaust. Mais d'un autre côté, j'étais rassuré. Au moins, si elle mange des animaux, elle ne s'attaquerait pas à des humains. Mais là encore, je me trompais sur l'étendue inimaginable de sa faim. Elle était maculée de sang sur tout son corps, nue intégralement. Mais alors que je pensais qu'elle allait rentrer à la maison, après ce repas gargantuesque, elle prit le chemin de la ville. Mon sang ne fit qu'un tour. Elle n'allait quand même pas. Je n'osais pas imaginer qu'elle puisse s'attaquer à une personne innocente à nouveau. Mais je n'osais pas intervenir. Comment pourrais-je prévoir sa réaction à ma vue? Comment réagirait-elle en sachant que je l'ai suivie et que j'ai assisté à la scène d'horreur de tout à l'heure? J'avais beau être courageux, je ne pouvais pas me résoudre à prendre ce risque, connaissant sa dangerosité quand elle est sous cette forme. Je continuai donc de la suivre discrètement. Au bout de quelque temps, je la vis s'arrêter devant la boutique de M. Spanger, le boucher. En quelques secondes, elle ouvrit la porte, éclatant le verrou, rien qu'en poussant. Elle se rendit à l'intérieur, cherchant sans doute la viande du commerçant. Mais celle-ci, à cette heure-ci, était placée ailleurs. M. Spanger avait déjà subi des vols, et désormais, la nuit, il plaçait la viande dans une arrière-salle, dans des frigos. Du moins, celle qu'il savait qu'elle était encore suffisamment fraîche pour être remise en vente le lendemain. Le reste était jeté, pour des raisons sanitaires évidentes, ou conservé dans le freezer pour d'autres utilisations. Évidemment, Krista ne pouvait pas savoir cela. Elle cherchait un peu partout, et elle était loin d'être discrète, à tel point que M. Spanger, réveillé par le bruit, descendit de l'étage où se situaient ses appartements, au-dessus de la boutique, et se trouva nez à nez avec Krista. Celle-ci lui réclama la viande. M. Spanger refusa net et lui demanda de sortir de chez lui. Elle n'était pas du tout impressionnée, au contraire de M. Spanger qui était terrifié par l'aspect de Krista. Tremblant de tout son corps et peinant à tenir le couteau de boucher qu'il portait à la main. Krista lui dit alors que s'il ne voulait pas lui donner de la viande, ce serait lui son repas, en s'approchant lentement vers lui. M. Spanger tremblait tellement qu'il en fit tomber son couteau, la suppliant de partir, qu'il lui donnerait toute la viande qu'elle voulait. Mais Krista avait changé d'avis et semblait bien plus intéressée par le corps de M. Spanger. Je ne pouvais pas plus rester de marbre et, forçant mon courage, je fis irruption dans la boutique, sommant Krista d'arrêter ça tout de suite. Elle me regarda quelques secondes, interrogative de ma présence. Puis elle sourit, en me disant qu'il était trop tard et qu'elle avait bien trop faim. Au même moment, elle se jeta sur le pauvre M. Spanger, arrachant son visage d'un coup. Celui-ci se mit à hurler de douleur, mais pas longtemps. De sa main gauche, si on peut vraiment appeler ça une main, elle trancha la gorge de M. Spanger,
faisant déferler un flot de sang à travers toute la boutique, et faisant taire à jamais le malheureux boucher. Et moi, je n'avais rien pu faire. J'étais paralysé à la fois par la terreur et le choc ressenti par le meurtre de M. Spengler. J'en pleurais de honte et de désespoir, pendant que Christa s'affairait déjà à dévorer la tête et le corps de sa nouvelle victime. Je tombais à genoux, suppliant à nouveau Christa d'arrêter, lui demandant pourquoi elle faisait ça. Mais Christa était bien trop occupée pour prêter attention à mes suppliques. Cependant, les cris de M. Spengler avaient été entendus, et déjà des lumières des maisons voisines s'étaient déjà allumées. Sans doute dans un geste dérisoire de protection, je criai à Christa de fuir, qu'elle ne pourrait pas affronter tous les gens qui allaient venir. Elle s'arrêta, comme donnant l'impression de réfléchir, et laissa tomber le reste de ce qui restait de sa proie. Elle me regarda un instant, et avant de s'enfuir, me prit par le bras, et m'entraîna avec elle dans une course folle à travers la rue principale. En quelques minutes qui me parurent des heures, nous étions déjà à l'orée du bois. Christa m'avait pris sur son dos, courant à une vitesse dingue. Je découvrais une autre de ses capacités, impressionnante et terrifiante. Au loin, je voyais que pratiquement toutes les lumières de la ville s'étaient allumées, avec des cris de terreur sortant de toutes parts. Je ne pouvais pas comprendre, avec la distance, ce qu'il disait, mais je l'imaginais aisément. Moi qui pensais que l'affaire Billy n'était qu'un geste de défense. J'étais loin, très loin de la vérité. Ce qui était vrai, c'était que j'étais devenu le complice d'une créature monstrueuse, avide de chair humaine, dont l'appétit insatiable me terrorisait de plus en plus. À ce rythme-là, toute la ville allait devenir son garde-manger personnel, et c'était à cause de moi. C'est moi qui lui avais fait découvrir la ville, ses commerçants, ses rues, ses habitants. C'était à cause de moi si cette horreur se mettait en place. Toujours à cause de moi si cette monstruosité qu'était Christa avait mis en place un règne de terreur qui n'en était qu'à ses balbutiements, transformant notre petite cité calme en succursale de l'enfer. Et j'ignorais comment trouver le moyen de l'arrêter. Après cette nuit, je ne savais plus quoi penser de Christa. Quelque chose en moi me disait qu'il fallait que j'arrête les actes de ce monstre sanguinaire, pendant que l'autre tentait de me persuader que ce n'était pas sa faute, qu'elle ne faisait qu'obéir à sa nature, son instinct, qui lui intimait l'ordre de se nourrir. J'avais l'impression d'avoir le cœur coupé en deux, et je me demandais laquelle des deux parties finirait par prendre le dessus. Après être parti prendre un bain de mer, me laissant me morfondre seul, car encore sous le choc de la mort de M. Spengler, Christa est venue me rejoindre près de la cheminée où je m'étais installé, regardant les flammes danser, perdue dans mes pensées noires. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, me regardant comme une enfant consciente d'avoir fait une bêtise, mais ne sachant pas comment se faire pardonner. En tout cas, c'est ce que je croyais fermement. C'était l'idée que je me faisais de sa personnalité. Toujours ma foutue naïveté. Mais comment penser autrement en voyant son regard presque larmoyant et interrogatif? Pouvais-je imaginer un seul instant que ses yeux dépourvus de larmes n'étaient que le reflet de la véritable Christa, et que j'étais bien trop aveuglé par ma passion pour elle pour l'entrevoir, ne serait-ce qu'un instant. Je t'ai fait de la peine, je le sais, mais je n'y peux rien, je suis comme ça. Je ne peux pas aller contre ma nature. Je sais que tu ne me pardonneras pas d'avoir mangé ton ami. Je la regardais fixement. Je crois que c'était la première fois qu'elle semblait éprouver des regrets à propos de ses actions. Mais était-elle sincère? Aujourd'hui, je sais que non, alors même que mon sang se déverse sur le sol de ma maison, et qu'une véritable apocalypse d'une ampleur inimaginable se dirige vers notre petite ville si paisible autrefois, avant la venue de Christa. Mais pas seulement elle. Elle n'était au fond qu'un émissaire de quelque chose de bien plus terrible. Une armée des abysses. Et ce n'était que la face visible de l'iceberg. Le secret des objectifs du clan de Christa allait bien plus loin encore dans l'horreur. Je n'oublierai jamais le regard de Christa quand son père m'a blessé à mort, me laissant là, agonisant, pendant que celle que j'aimais par-dessus tout n'avait même pas posé un regard sur moi après ça, rejoignant son clan au dehors, comme si je n'étais qu'un déchet sans importance, maintenant que je lui avais donné ce qu'elle cherchait depuis le début, le véritable sens de sa mission. Son point de départ, en fait, la partie douce. La partie dure, je ne la verrai pas, car je serais sans doute mort entre-temps.
Mais pour l'heure, j'ignorais tout ça. Et tout ce que je voyais devant moi, c'était la belle sirène dont j'étais follement dingue. Dingue au point de tout lui pardonner. Même les meurtres les plus affreux qu'elle allait commettre par la suite. Tous plus horribles les uns que les autres. Alors je fermai les yeux, sans rien dire, et la laissai m'embrasser. Sa manière à elle de se faire pardonner, pensai-je à cet instant. Et je me laissai embarquer dans une nuit intense de fusion de nos deux corps sur le sol du salon. Et j'oubliais mes appréhensions envers elle. Le lendemain, je demandai à Christa de ne surtout pas sortir de la maison. Je devais me rendre en ville, histoire de faire bonne figure, en feignant l'ignorance quant au meurtre de M. Spenger, et aussi essayer de savoir, le plus discrètement possible, si quelqu'un avait eu le temps de voir quelque chose concernant Christa, ou moi. Christa me souriait, tout en s'approchant de moi. Le genre de sourire qui vous paralyse et vous fait régresser à l'état de cerveau d'adolescent, pour qui les filles sont la seule chose qui le fasse fonctionner. Elle posa ses bras autour de mon cou, plongeant son regard d'un bleu intense dans mes yeux. Tu peux partir tranquille. Je te promets que je ne tuerai personne aujourd'hui. Elle interrompit sa phrase, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle allait me dire ensuite. Mais il faudra quand même qu'on voit ensemble comment me nourrir maintenant qu'il n'y a plus de bouchers en ville. Tu sais combien j'ai besoin de viande. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes que tu aimerais voir mourir sans oser le dire. Je pourrais être la solution à ça. Je n'en revenais pas du calme avec lequel elle m'avait dit ça. Pour elle, tuer des humains, c'était comme aller au marché. Nous n'étions à ses yeux que des barquettes de viande à engloutir pour calmer son estomac. Véritable gouffre sans fin. En comparaison, la fringale de Luffy et le héros du manga One Piece était un amateur. Ne sachant quoi répondre, je lui disais qu'on en discuterait plus tard. Très bien, alors bonne route. Et mes amitiés à Michael. J'étais vraiment sidéré de la façon dont elle avait sorti cette phrase. C'était vraiment comme s'il ne s'était rien passé de plus qu'une simple escapade nocturne sans la moindre conséquence. J'acquiesçai de la tête pour toute réponse et sortis de la maison, sans poser un dernier regard derrière moi, me posant la question si Christa allait respecter sa promesse de ne pas faire de nouveau carnage en mon absence, que ce soit ici, dans la maison ou ailleurs. Mais je cessais de me torturer et prenais le chemin de la ville. Une fois là-bas, je voyais que le meurtre de M. Spenger était sur toutes les lèvres, au centre de toutes les conversations. Il n'y avait pas une personne en ville qui n'en parlait pas. J'entendais les mots monstre, démon, boucherie, inhumain à travers chaque coin de rue que je parcourais. Cela me faisait de la peine d'entendre ces mots qui désignaient Christa, sans qu'une seule fois j'entende une description, aussi petite soit-elle, de l'agresseur de ce brave M. Spenger. Et puis, je croisais Michael, qui recueillait encore des témoignages, se gardant bien de ne pas rentrer dans la boutique, histoire de ne pas aller dégobiller son petit déjeuner dans une des poubelles de la ville. Il m'aperçut, et immédiatement, il vint vers moi pour me donner la nouvelle. Ah, mon pote, t'imagines même pas la nuit que j'ai passée. Une horreur. Je te passe les détails, mais on a retrouvé Monsieur Spender mort dans sa boutique. C'était horrible. Vraiment, c'était un massacre. J'ai failli vomir, en fait. C'était vraiment affreux. Bien entendu, je m'étais préparé à ce qu'il m'annonce ça. Et je faisais semblant de rien, tout en affichant ma surprise, sans en faire trop. Michael me prit à part pour ne pas faire trop de vagues. Il m'invita à venir à la maison boire un verre, pour qu'on puisse discuter de tout ça plus calmement. Il me dit que Samantha serait là. Ça lui ferait plaisir de me revoir. Je voulus lui dire qu'on n'était plus au lycée, que sa sœur et moi, c'était de l'histoire ancienne, mais Michael était déjà reparti prendre des dépositions. Au moins, j'étais rassuré sur une chose. A priori, personne n'avait vu quoi que ce soit sortir de la boutique. Ni Christa, ni moi, ni même une silhouette. C'était déjà ça. Je fis donc le tour des boutiques, histoire de trouver des substituts de viande pour Christa. Près d'1 heure plus tard, je me rendais au domicile de Michael, comme promis. Samantha m'ouvrit la porte. Ça faisait bien 3 ans que je ne l'avais pas vue. Elle était revenue en ville depuis 1 ou 2 semaines environ, d'après ce que Michael me dit. Elle venait de finir son master en psychologie où elle avait fini dans le trio de tête. Ça ne m'étonnait pas vraiment. Rarement vu une fille aussi intelligente qu'elle, en plus d'être une vraie beauté. J'avais parfois du mal à croire que Michael était son frère. C'était vraiment les deux extrêmes.
Pas que Michael n'était pas intelligent, bien au contraire. Mais Samantha, à ce niveau-là, c'était au moins 6 crans au-dessus. Content que tu sois venu. Par contre, je te parlerai de l'histoire de Spender plus tard. Je voudrais pas que Sam entende des détails un peu trop croustillants, si tu vois ce que je veux dire. Je suppose qu'on a déjà dû te dire pas mal de trucs en ville, de toute façon. Je lui répondis que oui, en effet, je connaissais presque toute l'histoire. Comme si j'y étais. Quelle ironie dans cette phrase. J'en avais presque honte. J'acceptai le deal et on discuta. De tout et de rien. De Sam, bien sûr, de la disparition d'Humphrey, de la foule de papiers qu'il devait faire suite à l'événement en ville, et de Krista. Quand Michael l'évoqua, je sentis que ça faisait quelque chose à Sam. Pour que vous compreniez mieux, Sam et moi on est sortis ensemble quelque temps lorsqu'on était à l'université. Le couple parfait. Les 2 têtes du campus. Et ça faisait la fierté de Michael de savoir sa petite sœur chérie avec moi. On s'aimait beaucoup, elle et moi. Énormément. On avait même projeté de se marier. Et puis, on était séparés par la vie, comme on dit. Sam avait la possibilité de faire des études de droit. Mais pour ça, elle devait aller loin. Très loin de l'université. Et moi, je ne voulais pas faire le voyage avec elle. Je ne me voyais pas faire tout ce trajet dans un endroit où je n'aurais pas ma place. Je sais, c'était égoïste de ma part. Mais pour ma défense, j'étais jeune et con. Et puis maintenant, il y avait Krista. Mes sentiments pour Sam étaient disparus depuis longtemps. Et plus encore depuis la rencontre avec ma sirène. Pour Sam, vu les yeux qu'elle me fit tout le temps où j'étais chez Michael, c'était différent. Il était évident qu'elle avait toujours de l'amour pour moi. Je dois avouer que c'était un peu gênant. Le temps passa, et je devais retourner à la maison. Alors j'indiquai à Michael que je partais. Pendant que celui-ci rangeait les cadavres de bière sur la table, Sam me raccompagna à la porte. Je voulus dire quelque chose, comme pour m'excuser de la façon dont on s'était quitté. Mais elle mit un doigt sur mes lèvres, histoire de me faire comprendre de me taire. Et au moment où je tournais la poignée de la porte, elle me prit le poignet, me demandant de me retourner, et voulant savoir si j'étais heureux avec Krista. Vous vous doutez bien que je ne pouvais pas tout dire, alors je me contentais de dire oui, ne sachant pas quoi dire d'autre. Sam semblait satisfaite. Elle me demanda alors de fermer les yeux, qu'elle voulait juste me faire un petit présent en souvenir de notre ancienne relation. Elle me disait que c'était une façon pour elle de mettre un terme à notre histoire, que c'était important pour elle. Que vouliez-vous que je fasse ? Vu la façon dont je l'avais larguée, je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter. Alors je fermai les yeux, et Sam m'embrassa. Un baiser fougueux et passionné qui me fit revenir mes années lycée en tête en quelques secondes. Je voulus dire quelque chose, mais Sam me fit comprendre de me taire à nouveau. Et elle m'ouvrit la porte en me souhaitant tout le bonheur possible avec Krista. Et qu'elle espérait qu'elle, je ne lui ferais pas la même chose qu'avec elle. Comme je ne savais pas quoi dire, je me contentais d'hocher la tête, et je repartis vers la maison, pendant que Sam refermait la porte. C'était bizarre comme sensation. L'impression de trahir 2 personnes en même temps. Moi et Krista. Sauf que moi, je restais posé. Mais Krista... Ce qui allait ensuite arriver, juste pour un simple baiser d'adieu, en souvenir de nos années tendresse, Sam et moi, j'étais loin de m'imaginer ce que ça allait déclencher. Vous avez déjà vu des films d'horreur ? Genre Freddy, Vendredi 13 et les autres ? Eh ben, en comparaison de ce qui allait arriver, je peux vous dire que ces films, c'était des documentaires. Et je brûle les étapes. Et j'allais découvrir qu'il ne faut pas croire aux promesses faites par une sirène. En tout cas, pas cette sirène-là. À peine revenu à la maison, je retrouvais Krista, assise sur une chaise, apparemment occupée à manger un truc sur la table. Sur le coup, je me disais qu'elle avait dû se prendre un des derniers steaks du frigo. C'était pas vraiment un steak. Enfin, pas au sens où on l'entend d'un point de vue humain. Je m'approchai d'elle. Elle semblait surprise, cherchant à cacher ce qu'il y avait sur la table. Elle avait la bouche pleine de sang. Son t-shirt aussi. J'avais peur de comprendre. Je me dirigeai vers la table, écartant Krista un peu brusquement. Et là, je vis une nouvelle horreur. Sur la table était disséminée une tête à moitié dévorée, des trous à la place des yeux, du sang en pagaille dégoulinant de partout. À côté, un bras, ou du moins ce qu'il en restait, avec des morceaux de doigts éparpillés un peu partout. C'était pas possible. Elle m'avait promis. Qui c'était ce corps ? Un homme apparemment.
Mais où elle avait été le chercher? Je suis désolée, j'avais vraiment trop faim. Alors, je suis allée sur la plage. Il y avait un homme avec une drôle de planche. Il était torse nu. Et son corps était tellement appétissant. J'ai fait semblant que j'avais envie de lui et je l'ai attiré vers les rochers. Et je l'ai dévoré. Enfin, en partie. J'avais peur qu'on me voie manger, alors j'ai ramené le corps ici pour pouvoir manger tranquillement. J'avais plus de mots. Qu'est-ce que Krista comprenait pas dans la phrase « on ne mange pas des humains ». C'était comme quand je lui appris les rudiments de notre langue. Elle tiquait toujours entre la lettre C et la K. Pour elle, c'était idiot d'avoir 2 lettres pour le même son. J'avais beau lui dire que le son n'était pas le même suivant le mot employé ou le type de phrase, elle ne comprenait pas. Du coup, quand je lui ai appris à écrire son nom, Krista avec un C est devenu Krista, avec un K. Je n'ai pas osé lui dire que c'était pas comme ça que le prénom s'écrivait. Elle avait l'air tellement contente d'avoir appris à écrire son prénom humain. C'est comme ça qu'elle est devenue Krista avec un K. Là, c'était pareil. Elle comprenait ce qu'elle avait envie de comprendre. Et quand une sirène a faim, tu peux lui dire ce que tu veux, tu ne peux rien faire contre son estomac. Je lui demandais si tous les morceaux du corps étaient là. Non, il en reste près des rochers. Je ne pouvais pas tout ramener en une seule fois, alors je les ai cachés. Je comptais récupérer le reste cette nuit quand tu dormirais. Au même moment, Michael me téléphonait. Il voulait savoir s'il pouvait passer boire une petite bière. Non, mais c'était vraiment la journée. On venait d'en boire au moins une dizaine. Je lui répondais qu'on ferait ça une autre fois, que j'étais crevé, et Krista aussi, s'il voyait ce que je voulais dire. Je raccrochais, et immédiatement je demandais à Krista de m'aider à prendre des draps pour ramener le reste du corps ici, avant que quelqu'un le trouve. Krista accepta. Et puis elle fit un geste qu'au début je croyais anodin, mais qui allait avoir de graves conséquences. En passant près de moi, elle me sentit le visage, le cou, en me regardant avec des yeux pas comme d'habitude. Elle semblait en colère. Elle toucha mes lèvres avec un de ses doigts et le porta à sa bouche. À ce moment, son expression changea. Pendant un instant, je crus même qu'elle allait se transformer, car ses yeux étaient devenus rouges, comme quand elle avait tué Billy et ses amis, comme face à M. Spengler. Je ne comprenais pas la raison sur le coup. J'aurais dû plus y prêter attention. Mais à cet instant, j'étais plus préoccupé par le fait de cacher le cadavre du surfeur resté sur la plage que par l'attitude de Krista. Et puis, elle m'a posé une question. Elle s'appelle comment? Je lui disais que je ne comprenais pas sa question, et surtout, je ne comprenais pas pourquoi elle avait l'air en colère. Elle reprit. Qui est la femme que t'as embrassée? J'ai senti son odeur sur toi et sur tes lèvres, j'ai goûté l'humidité des siennes. Alors je répète ma question. Qui est la femme qui t'aime? Là, d'un coup, je comprenais mieux. Sam, son baiser. Je venais juste de me souvenir que je voulais effacer ce dernier en me nettoyant le visage, justement pour éviter ce genre de quiproquo, connaissant les facultés de Krista. Je lui expliquai alors brièvement mon aventure avec Sam à l'université, notre séparation, et le fait que je venais de la revoir tout à l'heure. Qu'elle m'avait embrassé, mais que c'était juste un geste d'amitié, que c'était courant chez les humains ce genre de pratique. Elle continua à me regarder avec son regard rouge pendant quelques secondes, puis sembla redevenir normale, même si ce terme n'est pas vraiment approprié pour elle. Au final, je préférais plus sage d'aller seul à la plage pour récupérer le reste du corps, pendant qu'elle nettoierait la table et cacherait les morceaux de cadavre à la cave avec un frais. Comme elle semblait être devenue la Krista que je connaissais, je lui fis confiance à nouveau, et de son côté, elle accepta de nettoyer. J'allais vite regretter mon choix. Je fus parti un peu plus de 2 heures. Le corps était dans un état presque indescriptible. Il était éventré de tout son long, laissant pendre une partie de ses entrailles. Une partie seulement. Le reste devait être dans l'estomac de Krista. Les 2 jambes étaient grignotées à plusieurs endroits. On aurait dit qu'un énorme rat les avait rongées. Le sable autour était d'un rouge vif, tellement il y avait de sang qui avait coulé. On aurait dit un tableau de Giger redessiné par le peintre du film L'Au-delà de Fulci. Un carnage. Néanmoins, malgré mon dégoût, je mettais chaque morceau dans les draps, nouant ceux-ci pour faciliter le transport, et mis le tout sur mon épaule, tout en balayant le sable pour cacher la partie tachée par le sang.
en espérant que la pluie et le vent se chargeraient de faire disparaître le reste. Je remontai à la maison. La table avait bien été nettoyée. Je descendis à la cave. Un autre trou avait été creusé à côté de celui d'Humphrey. Les morceaux n'en finis par Christa y figuraient. Au moins, pour une fois, elle avait fait ce qu'il fallait. Je mettais ma partie dans le trou et rebouchais le tout. Pour parfaire l'illusion, je mettais par-dessus du bric-à-brac afin de cacher les traces. Je remontais à l'étage. Et là, je m'étonnais de ne pas voir Christa. Elle ne prenait pas de douche car elle trouvait que l'eau n'était pas adaptée à sa peau. Elle préférait l'eau de mer. Et je ne l'avais pas croisée. Alors, où était-elle encore passée? Et puis, d'un coup, je me rappelais notre petite querelle concernant Sam. Et je fus soudain envahi par la peur. Elle connaissait son odeur. Il ne serait pas difficile à Christa de remonter sa piste, comme elle l'avait fait pour moi. Je sortais en trompe de la maison, ne prenant même pas la peine de fermer la porte, tellement je craignais que Christa fasse la plus grosse des conneries. Michael n'était peut-être pas le flic le plus intelligent de la planète, mais si on touchait à sa sœur, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il changeait complètement d'attitude. Il n'y avait qu'avec moi qui n'avait rien dit, parce qu'il avait compris ma décision de ne pas suivre Sam pour ses études de droit. Et puis Sam aussi avait compris. Du moins, elle avait montré un masque le faisant croire. Alors, Michael ne m'en avait jamais voulu. Mais là, si Sam mourait, que Michael découvrait que c'était Christa, et surtout que j'étais complice de son meurtre, il ne me ferait aucun cadeau. Je devais absolument empêcher Christa de commettre l'irréparable. Une demi-heure plus tard, j'arrivai à la maison de Michael. La porte était grande ouverte. Je m'attendais au pire. J'entendais des cris venant de l'intérieur. Trop tard. Christa était déjà en pleine action. Je me précipitai malgré tout, espérant sauver Sam à temps. Dans le salon, il y avait un policier étendu sur le sol, la gorge tranchée, l'une des jambes arrachées qui avait été jetée sur le canapé. Le flic vivait encore. Il m'indiqua que Michael avait dû se rendre en urgence à la maison des Powell. Les Powell, un couple de retraités adorables, situé à l'autre bout de la ville. Harvey, le policier agonisant, m'expliqua que le couple avait été sauvagement attaqué par un animal sauvage. On les a retrouvés tous les deux partiellement dévorés. Les cris du couple ont été entendus par plusieurs voisins qui ont appelé Michael. Comme il avait peur pour sa sœur, il avait demandé à Harvey de veiller sur elle. Et il y avait à peine quelques minutes, un monstre avec des griffes et une gueule énorme pleine de dents avait fait irruption dans la maison, défonçant la serrure de la porte. Il avait essayé de l'arrêter, mais la créature avait été trop rapide. Elle lui avait arraché la jambe comme si c'était un bout de bois, juste avant de lui trancher la gorge. Il ne savait même pas comment il était encore en vie. Mais au moment de dire ça, le pauvre Harvey a fait une hémorragie, crachant du sang en pagaille. Quelques secondes plus tard, il n'était plus. J'avais perdu trop de temps. Il était évident que les Powell, c'était l'œuvre de Christa, pour éloigner Michael. Avec sa rapidité, elle n'avait eu aucun mal à venir ici en quelques minutes. J'entendais Sam crier. Elle était encore en vie. Je me ruais vers sa chambre d'où semblaient venir les cris. J'entrais en trombe. Mais c'était trop tard. Sam ne criait plus. Sa tête gisait au sol, complètement défigurée. Son corps avait été lacéré de toutes parts. Ses lèvres avaient été également arrachées et disposées sur la table de nuit comme un message. Ses mains avaient été littéralement écrabouillées, formant un amas de chair difforme et étalée sur la couette du lit. Et debout, juste à côté, il y avait Christa, dans toute sa splendeur de monstre sans pitié. Maintenant, elle ne pourra plus jamais t'embrasser. Je ne laisserai aucune femme t'approcher. Tu m'appartiens, à moi et à personne d'autre. J'ai besoin de toi, tu fais partie de ma mission. Je l'ai promis à mon père, je lui ai promis que grâce à toi, notre clan allait renaître. Je ne pouvais même plus bouger, tellement j'étais sous le choc. Sam, elle avait massacré Sam pour un simple baiser. Je voulais empêcher Christa de partir, mais j'en étais incapable. Elle passa à côté de moi, pendant que j'étais en larmes, en regardant le corps anéanti de Sam, sans même me dire où elle se rendait. Je l'apprendrai par la suite. Mais je savais déjà une partie de la vérité en cet instant. Je n'avais toujours été qu'un pion, un pauvre pion naïf et amoureux. Je faisais partie de son plan qu'elle avait dit, de sa mission, la fameuse mission qu'elle prétendait avoir laissée au second plan parce qu'elle m'aimait. Comment avais-je pu être aussi stupide ?
et je n'étais pas au bout de mes surprises. Plus tard, Krista me dirait où elle avait été cette nuit-là, sur la plage, pour rejoindre son père, pour lui faire son rapport. Ce sont les termes qu'elle emploierait. Elle me raconterait même ce qu'il s'était dit ce soir-là. Ma mission est presque terminée, père. J'ai juste dû faire face à un petit imprévu. Rien de bien grave, mais tout est réglé. Bien. C'est parfait, ma fille. Tu sais que notre survie dépend du succès de ta mission. C'est primordial. Nous comptons tous sur toi. Je sais, père. Regardez, l'humain a mis la vie en moi. Dans quelques mois, le premier être de notre futur va naître. Il ne reste plus que votre intervention. Le reste de la ville sera le point de départ de notre renouveau. Les uns serviront de reproducteurs et les autres de repas. Je suis si fier de toi. Tu as parfaitement réussi ta part de la mission. De notre côté, nous devons encore réunir quelques menus détails et nous pourrons venir te rejoindre. Il ne te reste plus qu'une petite semaine à attendre. Là-dessus, Krista était revenue à la maison pour se coucher, comme si rien ne s'était passé auparavant. Moi, j'étais toujours en état de transe quand Michael est arrivé, criant comme un fou dans la maison après avoir vu le corps d'Harvey. Sam? 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 Michael était dans un état indescriptible. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Ça a duré un temps interminable. Et moi, je restais là, incapable de dire quoi que ce soit. Même quand Michael m'a demandé « Qui a fait ça? Dis-moi, qui a fait ça à ma sœur ?» Je hochai la tête, comme pour lui dire que je ne savais pas. Et puis, il a vu le message posthume de Sam, sur le lit. Elle avait tracé les 3 premières lettres de son assassin. Cri. Cri? Krista? C'est elle qui a fait ça? Je savais que il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Humphrey avait la manie de noter ses impressions lors de ses enquêtes sur son blog privé. J'ai vu ses notes sur son ordinateur. Il indiquait qu'il soupçonnait Krista d'être à l'origine des meurtres de Billy et de ses potes. Je ne parvenais toujours pas à dire le moindre mot. Et il me laissa là, à mon désespoir, toujours incapable de dire quoi que ce soit, attendant ma sentence. Mais le cauchemar était loin d'être fini. Il restait encore à venir l'apothéose de Krista, son père et leur clan. Et ça allait se conclure dans un bain de sang, comme jamais le pays n'en avait vu. Je restais encore de longues minutes, les yeux dans le vide, à observer le corps mutilé de Sam, à me remettre en tête tous les événements qui avaient mené à ce cauchemar, sans comprendre comment j'avais pu en arriver là. Si seulement j'avais été moins naïf et stupide. J'aurais dû en parler à Michael dès le départ, dès les premiers meurtres. Si je l'avais fait, Sam serait toujours en vie. Et je n'aurais pas perdu l'amitié de Michael. Car il était évident que jamais il ne me pardonnerait mon silence. Jamais il ne me pardonnerait la mort de Sam. Mais devais-je pour autant lui dire la nature exacte de Krista? Non, ça je ne le pouvais pas. De toute façon, il ne me croirait pas. Pas sans le voir par lui-même. Ce qui n'allait pas tarder à arriver. Mais ça, à ce moment-là, je l'ignorais encore. Et j'espérais vraiment que ça n'arriverait pas. Car quelle réaction Krista aurait-elle envers lui? Comment réagirait-elle face à un homme prêt à tout pour venger la mort de sa sœur? Je préférais ne pas y penser, connaissant de quoi elle avait été capable juste pour un baiser innocent. Et Michael, quelles allaient être ses intentions vis-à-vis de Krista? Il avait beau respecter son uniforme et la loi, pour le souvenir de Sam, je le savais capable de tout, quitte à perdre son poste. Michael revint bientôt dans la chambre. Il avait un regard que je ne lui connaissais pas, un regard furieux. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi. « Je devrais te tuer pour ton mensonge, pour avoir été la cause de la mort de Sam. Mais je le ferai pas. Pas tant que je porterai cet uniforme. Mais dis-toi bien que c'est pas l'envie qui me manque. » Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je n'avais même plus la force de réagir face aux attaques de Michael. Et pour dire quoi? Que j'étais désolé? Que Sam n'aurait pas dû mourir si j'avais été moins envahi par l'amour porté à Krista? Non, c'était inutile. Aucune excuse au monde ne pouvait pardonner ça.
Même si c'était Christa qui l'avait tué, c'était entièrement ma faute. Tu vas venir avec moi. Je vais appeler mes hommes et tu vas nous suivre. Tu serviras d'appât. Je suis persuadé qu'elle ne cherchera pas à s'enfuir si tu es là. On va la piéger grâce à toi. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. Une fois capturé, je verrai ce que je ferai de toi. Incapable de refuser la proposition de celui qui fut autrefois mon meilleur ami, j'acquiesçais de la tête et me relevais péniblement, pendant que Michael appelait déjà ses hommes par téléphone. Pour la traque. Pour Christa. Jamais le temps ne m'avait paru aussi long de toute ma vie. Puis les 4 adjoints de Michael arrivèrent, et nous partîmes tous ensemble vers ma maison. Michael était persuadé de l'y trouver. Je devais entrer en premier et faire en sorte qu'elle ne sorte pas. À ce moment, il débarquerait et arrêterait Christa avec l'aide de ses hommes. Il savait qu'il ne serait pas trop de 5 pour ça. Il avait vu de quoi elle était capable. Comme moi, il avait fait le rapprochement avec les Powell. Il savait que c'était une diversion, mais il ignorait encore pourquoi sa sœur avait été tuée. La raison pour laquelle son corps avait été atrocement réduit à l'état de bouillie. Pourquoi ses lèvres avaient été arrachées. Pourquoi ses mains avaient été écrabouillées. Même si je le soupçonnais d'avoir des doutes sur la jalousie de Christa envers Sam. Quelque temps plus tard, nous arrivâmes à la maison. Comme convenu avec Michael, j'entrai seul, pendant qu'il restait dehors avec ses hommes, surveillant chaque sortie potentielle pour éviter la fuite de Christa. Je savais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Christa était allée trop loin. Je ne pouvais pas la laisser agir plus longtemps. Mais ma trahison allait avoir des conséquences désastreuses. Comme chacune des décisions que j'avais prises depuis que je connaissais Christa. Des conséquences qui allaient bouleverser encore plus mes idées sur ces êtres censés fabuleux que sont les sirènes. Et qui allaient révéler les pulsions meurtrières de celles que j'aimais toujours malgré moi, à un niveau inimaginable. J'entrai dans la maison, et à peine dans le salon, j'appelai Christa, lui demandant de me rejoindre en bas. Je tremblais de partout, et j'eus toutes les peines du monde à cacher mon stress. Finalement, Christa descendit, imperturbable, comme à chaque fois qu'elle avait commis un meurtre, agissant comme si rien ne s'était passé. Et elle me souriait. Je suis contente que tu sois là. Je suis désolée pour la sœur de ton ami, mais je ne pouvais pas la laisser vivre. J'ai senti son amour pour toi quand je l'ai déchiquetée. Elle était un frein pour mes projets avec toi. Ses projets. Toujours sa foutue mission. Son but véritable. Quel était-il vraiment? Je m'interrogeais, et en même temps, je préférais ne pas savoir, de peur de ce que cela impliquerait pour moi. Est-ce qu'elle avait prévu de me rendre complice d'autres meurtres injustes? Mais au fur et à mesure qu'elle s'approchait, j'oubliais encore mes ressentiments. C'était comme si elle avait un pouvoir hypnotique sur moi, une sorte de pouvoir de persuasion annihilant ma volonté. Et puis, elle me fit part de son véritable objectif. Celui qui l'avait poussée à venir vers moi ce soir-là, suite à notre rencontre. La raison pour laquelle elle était loin de chez elle à ce moment. Loin de son clan, de son père, de sa race. Et pourquoi j'étais si important pour elle. J'appris ainsi qu'elle et son clan étaient des descendants des Atlantes. Les habitants d'Atlantis, la cité mythique que tout le monde pensait être une légende. Des êtres fabuleux en accord parfait avec les océans, pouvant aussi bien vivre sous l'eau que sur terre. Le résultat de centaines d'années de manipulation génétique, due à leur technologie très avancée. Mais chez certains, cette manipulation avait été déformée, afin de permettre une longévité plus grande, avec des effets secondaires monstrueux. Ceux ayant subi ces suppléments ne pouvaient réfréner leur faim de chair vivante. Au fil du temps, les membres de ce clan étaient devenus cannibales, ne pouvant survivre qu'en dévorant les membres des autres clans, faisant d'eux des parias. Cependant, ils faisaient partie de la caste la plus importante de la cité des Atlantes, et personne n'osait rien faire face à leur pouvoir. Jusqu'à ce que certains décident que cette situation devait cesser. Les autres clans se sont ralliés à eux, et une révolte a éclaté au sein d'Atlantis. Les guerriers, les civils se sont regroupés contre la caste scientifique dirigeant Atlantis, dont faisait partie le roi. Une révolte qui s'est transformée en guerre fratricide, ravageant toute la cité.
Des explosions surgirent de toutes parts à cause d'attentats des différents clans pour prendre le dessus et le contrôle d'Atlantis, jusqu'à toucher le cœur même de la cité, créant une déflagration si énorme que toute la cité s'enfonça sous les eaux, entraînant ses habitants avec eux. Suite à ce désastre, la caste du roi a fui, laissant les autres clans à leur désarroi, se dirigeant vers d'autres océans pour échapper à la fureur de leurs anciens fidèles. C'est ainsi que leur clan s'est installé à plusieurs kilomètres de la ville avant même qu'elle existe. Pendant des siècles, le clan s'est nourri des marins, des voyageurs, des touristes, ayant l'imprudence de venir dans leurs eaux. Mais depuis quelques années, la nourriture s'est faite rare à cause de plateformes pétrolières érigées par des compagnies qui interdisaient l'accès à la zone maritime autour, réduisant le nombre de nourritures à venir. Pour survivre, le clan dut se résoudre à faire des sacrifices au sein de leur population. Chaque semaine, un membre était choisi par le roi pour nourrir les autres et les empêcher de dépérir. Mais cette solution eut des conséquences désastreuses, faisant fondre le nombre de la population autrefois importante. Et un autre problème survint. Les sirènes ne pouvaient plus enfanter entre eux. La faute à la dégénérescence due à l'ingestion de chair de sirène et de triton. Il y eut une vague d'espoir cependant. Une sirène s'est faite capturer par un marin à l'insu du clan. Elle eut une aventure amoureuse avec ce dernier, tombée sous le charme. Et elle tomba enceinte. Toute heureuse de cet événement, elle voulut en faire part à son clan. Mais le marin refusa de la voir partir. Elle dut le dévorer à son tour, puis annonça la bonne nouvelle. Depuis, le clan se rend près des côtes à la recherche de reproducteurs. Des petits villages isolés, peu peuplés. Le souci, c'est qu'une fois enfantées, les femelles se devaient d'obéir à leur instinct et se servaient des pères comme repas, tout comme le reste de la population des villages qui devenait la proie des autres membres du clan. Il fallait trouver un endroit avec une population plus importante. C'est là que je t'ai rencontré. J'ai senti sur toi énormément d'odeurs humaines, toutes différentes. J'ai tout de suite compris que j'avais sans doute trouvé le moyen de survie de notre clan pour de longues années. Alors, j'en ai fait part à mon père et au reste du clan. Il fut décidé que je devais me faire enfanter en premier lieu, en me rapprochant de toi. Une fois fait, et l'assurance de notre survie, mon père me contacterait pour lancer une opération de grande envergure pour s'emparer de la ville avec notre clan, composé essentiellement de guerriers. J'étais sous le choc de toute cette histoire. Des Atlantes, Atlantis, des reproducteurs, un stock de nourriture si je comprenais bien. Voilà quelles étaient les raisons de sa venue. Et voilà quel était mon rôle. Je me sentais encore plus stupide. C'est là qu'elle me fit part de sa conversation avec son père. Je n'en revenais toujours pas de ces révélations. J'avais vraiment été stupide à un point. Mais bientôt Krista s'arrêta de parler. Elle se mit à renifler l'air, comme quand elle l'avait fait en sentant l'odeur de Sam sur moi. « Qui est dehors ?» m'interrogea-t-elle en reprenant son air mauvais, ses yeux rouges sortant à nouveau. Elle se rapprocha plus près de moi, commençant à se transformer sous mes yeux terrifiés. Elle reprenait son aspect qui avait valu la mort à Billy, à M. Spengler et à Sam. « Tu m'as trahi. Tu as ramené ton ami ici pour me capturer, je suppose. » Je ne pouvais pas dire un mot, tellement j'étais paralysé par la peur. Paralysé à l'idée de ce qu'elle pouvait me faire. « Je vois, tu as fait ton choix. Attends-moi ici. » Elle termina sa transformation et se dirigeait vers la porte arrière de la maison. Et puis elle se retourna vers moi, les yeux froncés de colère. J'entendis Michael qui criait au dehors. « Krista, je sais que t'es là. Rends-toi sans faire d'histoire. Et on sera peut-être gentil avec toi. » Krista sourit. Un sourire démoniaque. « Désolé, tes amis vont mourir aujourd'hui. Pour toi, je verrai plus tard. » Elle arracha la porte, la faisant passer pour une vulgaire feuille de papier. L'un des adjoints se trouvait en face, pointant son arme vers elle, complètement affolé de ce qu'il voyait en face de lui. Mais il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Krista fonça sur sa gorge avant de l'arracher avec hargne, pendant que le pauvre adjoint hurlait. Krista lui empoigna les deux côtés de la tête et serra si fort qu'elle l'écrasa en un tas de chair et d'os brisés. Un autre homme vint au même moment. Mais là encore, celui-ci n'eut pas le temps de réagir que déjà Krista enfonça sa main monstrueuse dans son cœur, avant d'en extraire la plupart de ses organes vitaux, puis les balançant au sol sans état d'âme. Je voyais tout à travers les fenêtres. Le spectacle était horrible. Les deux autres adjoints de Michael furent décapités l'un après l'autre.
L'un d'eux vit son bras gauche arraché avant que Christa se mette à le dévorer brûlant. Puis Michael déboula dans la maison en passant la porte d'entrée. Merde! C'est quoi ça? Me dis pas que c'est Christa! Tu savais que c'était un monstre et tu l'as laissé faire toutes ces horreurs? Mais qu'est-ce que t'avais dans la tête? Il s'approcha de moi, me prit par la main et me fit signe de me suivre. Excuse-moi mon pote. Je comprends mieux maintenant pourquoi t'avais rien dit. T'avais peur, je comprends. Faut qu'on file d'ici. Je suis pas préparé pour affronter un truc comme ça. Suis-moi. Elle va pas te pardonner de l'avoir trahi. Ça, c'est certain. Je savais que Michael avait raison. Et malgré ma terreur, j'acceptais de le suivre pendant que Christa était occupée à dévorer les hommes de Michael. On a couru comme jamais on l'avait fait auparavant, espérant que Christa ne nous suivrait pas. Elle ne le fit pas, sans doute trop passionnée à déguster son repas inattendu. Michael et moi on est restés enfermés chez lui pendant des jours, guettant la venue de Christa à chaque instant, n'osant même pas sortir pour acheter de quoi se nourrir. La volonté de survivre était plus forte, avec la peur au ventre. Michael s'inquiétait pour les autres habitants. S'il lui était incapable de contrer Christa, comment eux ils le pourraient? Une semaine passa ainsi sans qu'aucune manifestation de Christa se fît savoir. Aurait-elle abandonné le projet dont elle m'avait parlé? C'était peu probable. Non, elle devait attendre la venue de son clan. Et celui-ci ne tarda pas à venir. On en était au 6e jour sans avoir eu connaissance de Christa, quand des cris se firent entendre un peu partout en ville. Des cris de terreur, de femmes, d'hommes, d'enfants. Ils étaient là. Le clan de Christa était arrivé. Et Michael et moi, on ne savait toujours pas quoi faire. Il avait bien essayé d'appeler le FBI, leur expliquant la situation, mais évidemment, ils l'ont pris pour un fou, lui disant qu'ils avaient autre chose à faire que partir à la pêche à la sirène. Oui, vous vous en doutez bien, après les événements de la maison, j'ai tout dit à Michael sur la nature de Christa, ses origines, ses objectifs, tout ce qu'elle m'avait raconté. En temps normal, il m'aurait pris pour un fou, lui aussi. Mais après ce qu'il avait vu, je lui aurais certifié l'existence du Père Noël, il n'aurait pas eu d'objection. Des cris se rapprochaient, des bruits de portes arrachées, de vitres brisées aussi, de plus en plus, jusqu'à ce que ce soit le tour de la porte d'entrée de la maison de Michael. Christa était là, avec d'autres femmes comme elle, des hommes aussi, et un grand barbu portant un pendentif autour du cou. Un pendentif avec l'emblème d'Atlantis, tel que Christa me l'avait décrit. Ainsi, c'est toi qui as trahi ma fille. Tu as fait une grave erreur. J'aurais été disposé à t'épargner pour elle. Tu ne me croiras sans doute pas, mais ma fille t'estime beaucoup. Elle voulait te garder en vie. Christa s'interposa et parla à son tour. Pourquoi tu fais ça? Je t'aimais vraiment, imbécile. Même si je te disais que tu faisais partie de mon plan, j'avais appris à t'aimer. Mais en me trahissant, tu as tout gâché. Et là, cet idiot de Michael a cru bon de jouer au héros en s'avançant, arme au poing, visant le père de Christa. Que tu es drôle, humain. Tu crois vraiment que ton petit jouet peut me faire quelque chose? Ma peau est comme une carapace. Aucune de tes balles ne pourra la traverser. Ferme, sale monstre! Je vais te buter! Je vais tous vous buter, tous autant que vous êtes! Le père de Christa se mit à rire à gorge déployée, amusé des paroles de Michael. Tu me fais rire, humain. Je te garderai peut-être comme esclave personnel, à condition de te soumettre et de cesser de dire tes idioties. Mais Michael ne l'écouta pas et tira. Et comme il lui avait été dit, les balles ricochèrent sur le corps de leur cible, toutes sans exception, jusqu'à ce que le chargeur de Michael soit vide. Le père de Christa reprit. Et maintenant, humain, que vas-tu faire? Pris d'un accès de folie, Michael se rua sur la créature en face de lui. Mais à peine s'était-il avancé que Christa se plaça entre son père et Michael et passa l'intégralité de son bras dans le corps de ce dernier, stoppant net sa course sous mes yeux horrifiés, me faisant libérer un cri interminable. Lentement, Christa retira son bras du corps sans vie de Michael, qui s'affala sur le sol. Elle voulut s'approcher de moi, mais pris d'un éclair de lucidité, je parvins à me relever et m'enfuis en passant à travers la fenêtre, de l'autre côté de la pièce. Je courus à perdre haleine sans savoir où aller,
passant à travers la forêt, me remémorant chaque instant de la mort de Sam et de Michael, de Monsieur Spengler aussi. Où me cacher? Qu'importe l'endroit où j'irais, je savais au fond de moi qu'il me trouverait. À ce moment précis, la ville devait tomber sous le joug du clan de Christa et son père, réduit à l'état d'esclaves, en attendant le sort qui leur serait réservé. Les hommes en état de donner la vie seraient les plus chanceux, servant de reproducteurs aux femelles du clan. Pour les autres, leur destin était scellé. Ils ne seraient que des morceaux de viande pour assouvir la faim des sirènes et des tritons. Alors, je cessais de courir. Je me rendais bien compte que ça ne servirait à rien. Personne ne nous viendrait en aide. Personne ne nous croirait. Je me résignais alors à accepter mon sort, et je me rendais à ma maison. Je savais que Christa allait forcément s'y rendre, espérant m'y trouver, pour me punir de ma trahison. Mais au point où j'en étais, je m'en foutais. Cependant, je devais au moins laisser une trace de tout ça. Une fois à la maison, je pris mon dictaphone et j'enregistrais toute l'histoire, depuis le début jusqu'à l'invasion, attendant ma fin qui n'allait sûrement pas tarder à arriver. Cela ne faisait que quelques minutes que j'avais tout relaté sur bande, quand Christa et son père apparurent devant la porte d'entrée. Ce dernier s'approcha doucement de moi, arborant sa main monstrueuse dans ma direction. Et sans dire un mot, il l'abattit de toute sa force sur mon corps, passant de mon visage jusqu'à mon entrejambe. Je hurlais de douleur pendant que le sang sortait de mon corps à profusion. Le père de Christa me regarda encore un moment, et voulut abattre à nouveau sa main sur moi, quand Christa l'arrêta. Non, père! Laissez-le souffrir! Je veux qu'il ressente la douleur de voir sa vie partir. Je veux qu'il sache combien il m'a déçu en me trahissant. Là-dessus, elle s'approcha de moi avant de s'agenouiller. Elle me fixa un moment, puis reprit sa forme humaine peu à peu. Elle approcha alors son visage du mien et m'embrassa. Un cadeau d'adieu. Puis elle repartit sans un autre regard en arrière. Venez, père, nous avons une ville à gérer désormais. Son père me regarda, l'air amusé, avant de déclarer « Désolé, humain. Je t'aurais bien achevé pour t'éviter de souffrir, mais je ne peux rien refuser à ma chère fille. » Et il partit à son tour, le sourire aux lèvres, rejoignant Christa qui l'attendait au dehors. Et ils partirent tous les deux dans l'obscurité, me laissant à mon sort, en pleine agonie, ne sachant pas combien de temps il me restait à vivre avant de succomber. Je repris mon dictaphone et relatai la scène qui venait d'arriver, pour la postérité, pour qu'on sache toute l'horreur dont était capable cette espèce censée être un symbole de beauté et de magnificence, de rêves et de fantasmes les plus fous, pour que chacun connaisse la vérité sur ces créatures de cauchemar. Mais je me disais que bientôt, nombre d'humains le sauraient. Il semblait évident que Christa, son père et leur clan ne se limiteraient pas à notre seule ville. Pour que leur race subsiste, ils auraient besoin de toujours plus de reproducteurs et de nourriture. Et c'est toute la côte est qui serait sous leur emprise, sous le règne des sirènes et des tritons. Tout le monde saurait alors que toutes les sirènes ne sont pas gentilles.